Bonsoir à tous. Cette semaine, coup de projecteur sur le Chili, au cœur d'une crise sociale, avec des manifestations contre les inégalités qui secouent le pays et ont fait une vingtaine de victimes. Une situation inédite depuis les années Pinochet. On fera le point avec Floriane Louvet, chargée de mission partenariat Amérique latine et Caraïbes pour le Cône Sud au CCFD Terre Solidaire. Et puis dans le reste de l'actu, on parlera des tensions communautaires en Éthiopie avec un éclairage sur place d'un frère de la communauté de Saint-Jean. Et puis l'Assemblée spéciale du Synode des évêques sur l'Amazonie s'est achevée dimanche 27 octobre. On entendra le témoignage d'une sœur missionnaire itinérante en Amazonie. Mais on commence par quelques éléments de contexte à retenir sur le Chili. Bordant le Pacifique, le Chili, tout en longueur, s'étire sur 4300 km du nord au sud. Frontalier avec l'Argentine, la Bolivie et le Pérou, il compte 18 millions d'habitants. Sa capitale est Santiago. Côté religion, le Chili recense environ 55% de catholiques et autour de 20% de protestants. Les sans religion sont autour de 24%. Alors le nombre de catholiques a connu une forte baisse ces 10 dernières années en cause des cas de pédophilie dans l'Église qui l'ont décrédibilisé auprès des fidèles. L'assistance à la messe dominicale est autour de 4% actuellement. Alors suite à des révélations accablantes, on s'en souvient, le 18 mai 2018, peu après la visite du pape François au Chili, l'ensemble de la hiérarchie de l'Église chilienne lui avait présenté sa démission. Le pape a depuis accepté la démission de 10 d'entre eux, 10 évêques, sans nouvelle nomination à ce jour. Sur le plan économique, le Chili a été l'une des économies les plus dynamiques d'Amérique latine ces dernières décennies, lui permettant de réduire la pauvreté, mais les inégalités s'accroissent. Dans cette économie ultralibérale, il n'existe pas de prise en charge des soins de santé ni de retraite publique. Début octobre, l'annonce par le gouvernement d'une hausse du prix du ticket de métro a déclenché la plus grave crise politique et sociale nationale de ces dernières décennies. On en parle tout de suite avec notre invité. Floriane Louvet, bonsoir, merci de nous retrouver. Vous étiez déjà venue sur le plateau d'Église du Monde. Vous êtes chargée de mission partenariat Amérique latine et Caraïbes pour le Cône Sud au CCFD Terre Solidaire. On va essayer de mieux comprendre avec vous ce qui se vit en ce moment au Chili. Le Chili, je le disais, qui est une des économies qui est la mieux placée, latino-américaine, les plus prospères. Pourquoi ce mouvement? Qu'est-ce qui se passe? Alors peut-être qu'on peut revenir sur les faits. Comme vous l'avez dit, ce qui a provoqué ce mouvement au départ, c'est le mouvement de lycéens qui ont commencé à proposer aux gens d'emprunter le métro sans payer, avec cette consigne ne pas payer, c'est aussi lutter, une autre manière de lutter. Et ce mouvement a pris de l'ampleur durant la semaine du 14 au 18 octobre, pour culminer le vendredi 18 octobre avec la fermeture de stations de métro, des affrontements entre les manifestants et les forces de l'ordre. Extrêmement violent. Très violent, à tel point que la police s'est sentie dépassée et que vers minuit, le gouvernement a déclaré l'état d'urgence au Chili. État d'urgence déclaré, c'est le recours à la force militaire, donc le maintien de l'ordre est remis aux forces militaires. C'est d'ailleurs surprenant que ce soit le premier recours du gouvernement. Et face à ça, une explosion des manifestations durant tout le week-end et puis durant toute la semaine qui ont suivi. Des manifestations à la fois violentes avec le saccage et le pillage de supermarchés, de pharmacies, de stations de métro, mais aussi des manifestations pacifiques sur les places, devant les stations de métro, dans les halls d'immeubles, au coin des rues, des gens partout qui se réunissent, qui se rassemblent pour parler des problèmes de leur pays, parler des problèmes structurels de leur pays. Et ce mouvement-là a pris de l'ampleur durant toute la semaine dernière et a culminé vendredi dernier, vendredi 25 octobre, par une grande marche
qui a rassemblé 1,2 million de personnes à Santiago et un peu partout dans le pays, parce que c'est une manifestation qui finalement touche tout le pays. Une marche pacifique qui, comme on n'en avait jamais vu en fait depuis l'ère Pinochet. Et depuis, le mouvement ne faiblit pas. Tous les jours, il y a des rassemblements, tous les jours, il y a des appels à manifestation. Le gouvernement, dans un premier temps, a eu cette réponse très dure, très criminalisante, en fait, pour le mouvement, en parlant de guerre, de délinquants. Et puis, il a retourné sa veste, ou en tout cas changé de vocabulaire à partir au bout de quelques jours, en demandant pardon, en proposant un certain nombre de mesures pour apaiser les manifestations, ce qui n'a absolument pas eu de conséquences. Même avec un remaniement du gouvernement. Et avec un remaniement du gouvernement qui n'a pas non plus empêché la fin des mobilisations. Alors qu'est-ce qui manifeste ? Alors, ceux qui manifestent, à l'origine, ce sont des jeunes, c'est des jeunes lycéens qui manifestaient pour leur famille, pour leur futur. Et aujourd'hui, en fait, c'est toute la société. C'est-à-dire que ces jeunes lycéens, ils ont servi d'avant-garde, j'ai envie de dire, sorte d'ouverture pour que la société, dans son ensemble, puisse dire aujourd'hui, on en a ras-le-bol. On en a ras-le-bol de toutes ces inégalités structurelles, on en a ras-le-bol de plus pouvoir avoir accès à l'éducation, à la santé, à nos retraites. Ouais, parce que les services publics aussi, il faut le dire, ont été privatisés. Oui. Ça, dans les années 90, c'est ça ? C'est ça, c'est-à-dire que ça a commencé sous la dictature de Pinochet, et puis après, dans les années 1990, on est au Chili, dans un pays qui est extrêmement néolibéral. C'est le laboratoire du néolibéralisme, comme on peut en avoir ailleurs en Amérique latine, mais de manière particulière au Chili, avec des inégalités criantes. C'est un pays où 1% de la population possède 25% des richesses, quand on regarde les chiffres du PNUD, le Programme des Nations Unies pour le développement. Donc un pays qui est extrêmement inégalitaire, et avec cette privatisation asphyxie ses habitants au quotidien, qui n'en peuvent plus. Des gens qui ont une retraite qui dépasse à peine 135 € par mois et qui doivent vivre avec ça alors qu'ils ont plus de 70 ans, ils sont obligés de travailler, ou des étudiants qui, au quotidien, doivent s'endetter pour pouvoir étudier, parce que la scolarité reste payante aujourd'hui, malgré toutes les manifestations qu'on a pu avoir il y a un certain nombre d'années. Alors, vous parliez de ces jeunes qui ont été un peu aux avant-gardes de ce mouvement. On a voulu savoir ce que demandaient ces jeunes dans un quartier de Santiago, quartier populaire. Nous avons posé la question au père Jean-Marc Vigroux, qui est prêtre français en paroisse, dans le quartier La Legua, quartier populaire de Santiago. Il nous raconte un petit peu ce que lui partagent ces jeunes. On l'écoute. Si vous voulez, ils disent aujourd'hui, ce n'est rien de nouveau. Moi, ça fait 3 ans que je suis là et j'entends toujours le même discours, d'essayer d'avoir une espérance, des opportunités dans la vie pour essayer de réaliser leur aspiration professionnelle, de trouver un logement plus convenable, plus décent, et de ne pas retomber dans la même misère, dans la même pauvreté que leurs parents. C'est unanimement répandu, c'est-à-dire que là où je suis, beaucoup de jeunes, dont certains participent à la vie paroissiale, sont très présents dans les manifestations locales. Il y a beaucoup de paroissiens qui participent à des associations de quartier ou à des organisations sociales. Et les municipalités vont organiser des rencontres. Alors la paroisse se met à disposition s'il s'agit de prêter une salle, de favoriser les rencontres. La paroisse où je suis est très insérée dans le tissu social. Alors Floriane Louvet, le père le dit, leur situation elle n'est pas nouvelle, mais là ils en ont marre de courber le dos. Ces jeunes, ils ont explosé un petit peu, c'est ça ? Oui, c'est ça. C'est-à-dire que ce qui est intéressant, c'est que ces jeunes, alors, comme on l'a dit, c'est eux qui initient la mobilisation. Je crois que ce qui est intéressant dans le fait que ce soit des jeunes qui se mobilisent, c'est de voir déjà que c'est des jeunes qui n'ont pas peur. On est face à une génération qui a été très marquée par la dictature de Pinochet. Donc quand Piñera parle d'un couvre-feu et parle de l'état d'urgence, les aînés, ce qu'ils font, c'est de se barricader chez eux. Les jeunes, non, ils sortent dans les rues, ils sortent avec des casseroles, ils sortent avec des concerts, ils sortent avec toute une créativité
artistique. Donc c'est des jeunes qui n'ont pas peur aujourd'hui, pas peur de se manifester et de réclamer leurs droits. C'est aussi des jeunes qui ont un autre mode de communication, qui travaillent, qui communiquent à travers les réseaux sociaux. On le voit bien en ce moment, là, il y a des groupes WhatsApp dans tous les sens au Chili, et c'est comme ça qu'ils se donnent rendez-vous pour telle manifestation, pour tel rassemblement. Ça génère du monde aussi. Et puis, c'est des jeunes aussi qui, comme on a pu le voir, n'ont pas d'emploi, ne voient aucun avenir pour eux, donc qui ont quelque part rien à perdre aujourd'hui, et qui se disent, si on a envie de construire notre avenir, il faut qu'on se manifeste, et c'est maintenant qu'il faut qu'on se manifeste. Et qui ont ce désir de réinventer la politique. Parce que la politique au Chili, elle a été complètement discréditée ces dernières années. On a assisté à une distanciation entre la politique d'un côté et la société qui est énorme. L'élite, la politique, c'est devenu une affaire d'élite. C'est devenu une affaire d'élite, une affaire des médias à la rigueur, et puis de temps en temps, une affaire électorale quand il y a des votes. Mais on l'a bien vu dans les dernières élections, il y avait une abstention qui a été énorme. Donc la politique n'est plus une affaire de la société. Il n'y a aucune possibilité de participation citoyenne. Et ces jeunes aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils nous disent ? Ils nous disent, mais nous, on a envie de participer, on a envie de réinventer la démocratie, on a envie de réinventer notre pays. Et ils le font, et alors en inventant une autre temporalité, et la temporalité qu'ils ont actuellement, c'est ici maintenant. J'avais un jeune au téléphone hier qui me disait, nous, on sent qu'il faut qu'on change les choses aujourd'hui. Si on ne les change pas aujourd'hui, demain, on va être dans la même situation et rien n'aura changé. C'est maintenant qu'il faut qu'on réinvente les choses. Et c'est aussi dans un autre type de territoire, si vous voulez, parce qu'ils se rassemblent sur les places, ils se rassemblent dans les halls d'immeubles. Enfin, c'est dans des lieux où, habituellement, finalement, il n'y a personne et où l'espace public n'est pas occupé. Les gens sont dans les malls des supermarchés, dans les grands shopping qu'on peut avoir. Donc là, c'est des jeunes qui disent non à ce paradis de la consommation et disent, nous, on a envie de proposer autre chose pour notre société. Des jeunes qui se réunissent aussi en paroisse, on l'entendait avec le Père Vigroux, qui devient un lieu aussi d'accueil, de discussion, de débat. Il y a aussi des associations de quartier, des associations chrétiennes. Alors, je le disais, l'Église, elle est très discréditée, l'Église institution. Mais pour autant, est-ce qu'il y a une mobilisation des chrétiens sur le terrain ? Alors, par rapport à cette mobilisation, ce qu'on a pu voir, c'est des déclarations de fait assez générales des évêques, puis de la conférence épiscopale sur un appel à l'apaisement, à la non-violence, au dialogue social, etc. Donc, pas forcément de grand engagement à ce niveau-là. Mais au niveau des territoires, au niveau du diocèse de Concepción, par exemple, dans le sud, certaines églises ouvrent leurs portes et appellent à des dialogues communautaires. Parce que c'est ce qui est en train de se passer en ce moment. Il y a des formes d'assemblées territoriales qui ont lieu un peu partout, où les gens se réunissent pour penser le Chili de demain, pour penser notamment une nouvelle constitution, parce que c'est une des revendications qu'il y a en cours, de pouvoir avoir un processus d'assemblée constituante pour refaire la constitution, qui est une constitution actuellement qui date de l'époque de Pinochet, de 1980. Qu'est-ce qu'il reproche à cette constitution ? Qu'est-ce qu'il voudrait en voir émerger, en fait ? Cette constitution, elle date d'une période de dictature. Donc elle a énormément, même si elle a été amendée à certains aspects, elle porte énormément de problèmes, on peut dire. Notamment, c'est une constitution qui concentre le pouvoir entre les mains de l'exécutif, qui laisse très peu de place à une décentralisation, à plus d'autonomie pour les régions. C'est une constitution aussi qui prévoit absolument pas une participation citoyenne, comme je le disais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on a une distanciation entre le politique et la société. Donc, une constitution, et puis une constitution qui a été pensée à un moment donné où les libertés étaient restreintes. Donc, elle est complètement désactualisée et elle permet absolument pas aujourd'hui de penser une société qui soit inclusive, qui puisse respecter les droits les plus fondamentaux. Et c'est pour ça qu'on arrive à cette situation-là. Donc, c'est une revendication qui n'est pas nouvelle. Depuis en 2013, au moment où Michelle Bachelet avait été élue, c'était une de ses promesses de campagne, de pouvoir proposer un processus constituant, d'assemblée constituante. De fait, il y a eu des initiatives de ce qu'ils ont appelé de dialogue citoyen, mais qui n'ont pas permis des initiatives concrètes. Des initiatives concrètes derrière. C'est-à-dire qu'il y a eu un processus et puis les résultats, on ne sait pas où est-ce qu'ils sont partis et puis en arrivant à clôturer le processus. Mais là, il a dit qu'il voulait relancer ce Aujourd'hui, il veut les relancer. Il est un peu au pied du mur et obligé de faire des propositions dans ce sens-là. Donc, c'est de fait, je pense, une des revendications à laquelle il va falloir qu'il réponde s'il veut que demain, la colère retombe un petit peu.
Alors, parmi les difficultés auxquelles sont exposés les jeunes dans les quartiers populaires, il y a aussi la violence qui traverse la société. Depuis 2015, l'archidiocèse de Santiago du Chili a lancé le programme Grain de sable pour faire de la prévention et lutter contre les situations de violence et d'abus que peuvent rencontrer les jeunes. Avec le soutien du BICE, le Bureau international catholique de l'enfance, les animateurs mettent en place une méthodologie participative dans les écoles et les paroisses de la capitale. Objectif, donner la parole aux jeunes et les impliquer dans cette lutte contre la violence. On regarde cet extrait de reportage. Cet après-midi, dans une salle de la paroisse Mère de la Divine Providence, des jeunes de Puente Alto, dans la banlieue sud-est de Santiago du Chili, participent à un atelier Grain de sable. El método es básicamente conversar un poco sobre la violencia y los abusos en general, el maltrato. Conçue en France, cette méthode a pour objectif de lutter contre les violences que peuvent rencontrer les enfants et les adolescents, en forte augmentation sur l'année 2017 au Chili. Dans la plupart des situations, il s'agit d'une maltraitance intrafamiliale, mais qui aujourd'hui se développe dans les quartiers, dans la rue. Ces dernières années, le phénomène a augmenté. Et nous avons vu comment il s'est transformé en un véritable mode de communication. Cette méthodologie est utilisée par l'archidiocèse de Santiago depuis 2015, en collaboration avec quelques établissements scolaires de la ville et le soutien du Bureau international catholique de l'enfance, le BICE. Aujourd'hui, les participants sont des jeunes qui ont entre 14 et 19 ans. L'atelier commence par la diffusion d'un court-métrage élaboré par des enfants et qui présente différentes situations de violence comme le harcèlement scolaire, la violence verbale ou physique et les abus sexuels. Le film est un élément fondamental de l'atelier. Il aide les jeunes à se situer par rapport au contexte où ils vivent quotidiennement. Parler, ça peut être difficile pour un jeune, cela peut le mettre mal à l'aise, mais la vidéo l'aide à libérer la parole, à dire s'il a vécu une situation de violence, s'il en a été témoin. Après la diffusion du film, ils débattent en petits groupes, puis mettent en commun leurs impressions et proposent des solutions pour faire face aux formes de violence présentées dans le film. Une méthode participative qui est très innovante au Chili. Inclure les jeunes et les enfants, c'est novateur. D'habitude, nous les adultes, nous tendons à ne pas prendre en compte leurs paroles, y compris quand ils s'expriment dans les espaces qui leur sont propres. En revanche, à travers la méthode Grain de sable, nous collaborons ensemble avec eux. Nous travaillons conjointement la méthodologie. Voilà la violence qui traverse un peu la société chilienne aussi, dans des zones plutôt urbaines, plutôt pauvres, c'est ça ? Mais je pense que la violence, elle a différentes formes. C'est-à-dire qu'il y a la violence structurelle de l'État et que là qu'on retrouve tant dans les zones urbaines où il peut y avoir une violence policière très forte, mais aussi dans les zones rurales. Dans le sud, le mouvement Mapuche, les populations indigènes qu'il y a à ce niveau-là subissent une répression policière qui peut être aussi très forte. Après, il y a des violences plus situées, territorialisées, et là qu'on retrouve la violence qui est liée au trafic de drogue, la violence de genre, donc la violence faite aux femmes, qui peut être très forte. Et puis toutes les violences du quotidien, parce que quand on ne peut pas manger au quotidien, c'est aussi une forme de violence. Donc on retrouve tous ces types de violences. Oui. Qui s'exprimaient aussi dans ces manifestations. Hein. Oui, tout à fait. C'est d'ailleurs une forme d'expression aussi. On l'a vu dans le pillage ou le saccage de certains supermarchés ou pharmacies. C'est des attaques très symboliques. C'est des lieux très symboliques qu'on va attaquer. On attaque le système en le faisant. On attaque le marché. On attaque le fait qu'en attaquant une pharmacie, le fait qu'on n'a pas aujourd'hui l'argent pour s'acheter des médicaments. Donc c'est une violence qui a été très décriée, bien entendu. Et en même temps, on est face à des gens qui n'ont pas d'autres moyens d'expression aujourd'hui, souvent, et qui n'ont pas d'espace de représentation au niveau de la classe politique. Donc c'est toujours compliqué et c'est toujours plus complexe que ça. Il faut pouvoir rentrer dans la finesse un peu de la compréhension de ce qu'il y a derrière
ces phénomènes-là. Et justement, une violence contre un autre lieu, une autre institution, c'était contre la cathédrale de Valparaiso, où il y a eu aussi des émeutes. Donc une attaque aussi peut-être indirecte à l'Église et à l'institution. Oui, je pense que c'est toutes les institutions de manière générale qui sont visées aujourd'hui. C'est l'État, c'est l'Église, c'est les partis politiques. Toutes ces institutions qui ont été incapables de donner une réponse concrète aux besoins et des populations sur le territoire. Ouais. Alors, Floriane Nouvet, quelle issue possible? Ça passera par quoi? Alors, je pense qu'aujourd'hui, hier, je parlais avec Mario Garcés, qui est historien et qui travaille avec les mouvements sociaux et qui est aussi le directeur de l'ONG ECHO avec laquelle nous, on travaille. Et il me disait, aujourd'hui, il y a 3 grandes étapes qu'on voit là dans les temps à venir. La première étape, c'est de continuer les mobilisations. On ne va pas continuer tant qu'on n'aura rien obtenu. On a certes obtenu des choses au niveau symbolique, au niveau politique, mais on n'a rien obtenu de concret, comme changement structurel. Donc, continuer la mobilisation. La deuxième étape, c'est la délibération et tout ce qu'ils appellent les espaces de négociation, de toutes ces assemblées territoriales où les gens réinventent la politique, où les gens se retrouvent comme citoyens, citoyennes, et où ils essaient de réinventer le futur du Chili. Et la dernière étape, c'est ce processus d'assemblée constituante. C'est-à-dire que je crois que les manifestants aujourd'hui vont aller jusqu'à réclamer un plébiscite pour avoir une assemblée constituante et avoir une nouvelle constitution pour le Chili. La question maintenant, c'est de savoir, le gouvernement, face à cette détermination des manifestants et des manifestantes, quelle va être son attitude. Il a montré un petit peu d'ouverture avec un certain nombre de mesures, mais qui étaient quand même très à la marge et pas du tout concertées avec la population. Il y a eu un remaniement ministériel avec des ministres les plus contestés qui ont été évacués, mais ce n'est pas pour autant une réponse très claire. Il y a aujourd'hui une consigne qui circule entre les manifestants qui est démissionne Piñera. Donc on peut aussi imaginer une démission du président de la République à un moment donné. On verra bien si les pressions sont suffisamment fortes. En tout cas, ce qui est certain, c'est que les manifestants aujourd'hui sont déterminés à continuer pour obtenir des réformes structurelles pour leur pays. Et avec aussi des mouvements qui doivent aussi se structurer peut-être un peu plus, hein, vous le disiez. Oui, tout à fait. Ces manifestations, elles sont parties de manière assez spontanée, sans Oui, c'était un ensemble tout à fait désorganisé, mais il y a derrière, c'est-à-dire il y a quand même tout un terreau. Depuis ces dernières années, on a vu émerger plein de nouveaux mouvements sociaux, mouvements féministes, mouvements mapuche, des mouvements socio-territoriaux qui ont quelque part créé un terrain favorable à ce qu'émerge, je pense, ce type de manifestation-là. C'est un mouvement qui est spontané, qui est désorganisé, mais qui émerge de toute une effervescence sociale qui existe au Chili ces dernières années. Merci beaucoup, Floriane Nouvet. On va bien sûr continuer à suivre la situation au Chili. On revient sur plusieurs actualités cette semaine. L'Assemblée spéciale du Synode des évêques sur l'Amazonie qui s'est clôturée le 27 octobre. Au terme de 3 semaines de travail, les pères synodaux ont remis au pape leur document final contenant des propositions et des demandes. Un document qui met l'accent sur l'attention que l'Église doit porter au cri de la terre et à celui des pauvres pour une conversion intégrale. Alors comment les participants à ce synode accueillent ce message et entendent le mettre en œuvre de retour chez eux? On écoute le témoignage de sœur Maria Eugenia Lloris, missionnaire itinérante en Amazonie. La idea era unir los que estamos trabajando en el campo, los que estamos trabajando en las comunidades, con esa iglesia que tal vez está más en la parte estructural, ¿no? Y unir las dos cosas para mostrar que somos una única iglesia que quiere estar próximo de los invisibles, una iglesia que está al lado, una iglesia que no busca el poder, que no busca ser importante, sino que justamente quiere que los importantes sean los más empobrecidos, los más vulnerables, los que nadie escucha. ¿Por qué? Porque Jesucristo hizo esto. Entonces, un poco es un esfuerzo de volver a la iglesia del Evangelio. Esto es algo que ahora, en el postsínodo, la Iglesia de Latinoamérica va a comenzar a reflexionar cómo vamos a hacer para que realmente esto sea un hecho y no se quede simplemente en un documento.
La Caritas du Sri Lanka interpelle les Sri Lankais pour qu'ils votent en conscience aux élections présidentielles le 16 novembre prochain. Les chrétiens au Sri Lanka représentent autour de 7,4%. La Commission pour la justice et le développement humain de la Caritas a communiqué des lignes directrices pour élire le candidat qui sera relever les défis auxquels le pays doit faire face, comme la dignité de toutes les personnes, la justice sociale, l'égalité, les questions liées au chômage, le soin de l'écologie et la transparence des moyens de communication. Pour aiguiller les électeurs, la Commission a mis en place des débats sur des problématiques rencontrées par la société sri-lankaise afin d'éduquer responsables, associations et membres de la communauté catholique. C'est ce que fait savoir Vatican News. En Éthiopie, des conflits ethniques ont fait plus de 60 morts ces derniers jours. Après avoir éclaté le 23 octobre dans la capitale, les violences se sont propagées dans la région d'Oromia, où des partisans d'un activiste controversé, Jawar Mohamed, sont descendus dans les rues et ont bloqué des routes dans plusieurs villes. Les affrontements ont opposé des manifestants aux forces de l'ordre, mais aussi des communautés entre elles. Plusieurs églises et une mosquée ont par ailleurs été visées par des attaques. Alors ces violences interviennent peu après l'attribution du prix Nobel de la paix au Premier ministre Abiy Ahmed, envers lequel les attentes de paix sont très fortes. Et pour l'épauler dans cette mission, le Premier ministre avait d'ailleurs nommé en février dernier le cardinal Sourafiel, archevêque de la capitale, nommé comme président de la Commission nationale pour la réconciliation et la paix. Alors, comment comprendre les événements actuels et que pourrait apporter d'ici les élections en mai prochain la médiation du cardinal Sourafiel pour la pacification de la nation? On écoute l'éclairage de Frère Athanase, un Français membre de la communauté Saint-Jean qui vit en Éthiopie depuis 8 ans. On vit un peu le contre-coup de cette annonce. Je pense qu'il y a aussi une réaction par rapport à l'attribution de ce prix, qui est de dire c'est bien tout ce travail qui a été fait de paix avec l'Érythrée par exemple, mais il y a aussi une paix intérieure qui aujourd'hui est fragilisée avec toujours ces mouvements de déplacés, ces réfugiés en très grand nombre, et puis chacune de ces ethnies qui revendiquent un petit peu les fruits de ce prix Nobel en réclamant plus d'indépendance, plus de liberté, plus de reconnaissance aussi. Le cardinal Berhane Yessus a été nommé responsable de la paix et de la réconciliation dans le pays, donc il est un peu le ministre de la paix. L'Église catholique représente cette ouverture vers le monde. C'est un homme qui a beaucoup de relations, il est cardinal de l'Église catholique, donc nécessairement il est au contact de nombreux peuples. Il a beaucoup visité les chrétiens du Moyen-Orient, il est très présent en Afrique. Et donc c'est quelqu'un qui peut aussi, donner une perspective par rapport à ces conflits ethniques qui sont souvent quand même caractéristiques de notre continent. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivie. Vous pouvez la retrouver sur notre site et nos réseaux sociaux. Très bonne semaine à tous. On se retrouve mercredi prochain. Au revoir.